et nous allons enchaîner, vous avez un rythme un peu intense ce matin, nous allons enchaîner avec la deuxième table ronde qui est sur un sujet tout aussi passionnant, c'est comment on fait naître les industries de demain en maîtrisant mieux les chaînes de valeur sur le territoire, avec 3 intervenants qui vont nous rejoindre. Donc Audrey Louaille, présidente de Croissance Plus, une association d'entrepreneurs dont elle vous parlera brièvement. Sylvain Macaya, associé de Raseo. Et enfin, Clément Ray, cofondateur et directeur général d'Innova Feed. Bonjour à tous. Bonjour. Enfin, je suis vraiment... Je suis pas réveillée. Ce matin, c'est pas facile. Bon, eh bien, on va rentrer directement dans le vif du débat. Avec vous Clément, sur Innova Feed, peut-être présenter pour les gens qui sont dans la salle et qui ne savent pas forcément ce que vous faites en premier lieu, et puis deuxièmement, c'est un projet industriel innovant, et peut-être expliquer en quoi c'est un projet industriel innovant, et plus largement ce qu'est un projet industriel innovant. Bonjour à tous, donc peut-être en 2 mots, Innova Feed produit des protéines à partir d'insectes pour nourrir essentiellement des animaux. Et le but est de, à la fois, décarboner certaines chaînes de valeur importantes, comme celle de l'aquaculture, et de réduire l'impact sur la biodiversité. C'est un projet que j'ai lancé avec mes associés en 2016. On a construit 2 sites dans le nord de la France. On est en train de construire un site aux États-Unis. Il y a 350 personnes qui travaillent dans la société aujourd'hui. Dont sur les 350, plus de 200 ingénieurs, parce qu'il y a un investissement massif sur tous les sujets de développement technologique. Par rapport à la question sur qu'est-ce qu'est une industrie innovante, je pense que c'est une industrie à créer. Et qu'est-ce que ça veut dire à créer? C'est créer différentes dimensions. D'abord, il y a une technologie qu'il faut développer, avec différentes phases de mise à l'échelle. Laboratoire, pilote, taille commerciale et industrielle. Il y a un marché à construire, donc prouver la performance de produits, s'insérer dans les chaînes de valeur. Au-delà de ça, il y a un modèle économique à construire pour une industrie innovante. On pense souvent qu'avec une technologie et un marché, c'est suffisant. Il y a tout un modèle économique nécessaire. Les produits qui sont développés doivent être compétitifs par rapport aux alternatives. Et enfin, il y a un cadre réglementaire qui doit être construit. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs de risque au départ d'un projet industriel innovant. Et donc pourquoi est-ce que c'est intéressant néanmoins de développer ce type de projet? Tout d'abord, en fait, les paysages concurrentiels sont souvent plus vierges que dans des industries existantes. Donc il y a des vraies positions de leadership qui peuvent être prises au niveau mondial pour les acteurs qui seront capables d'être les plus agiles, les plus rapides. Et souvent, en fait, c'est aussi des projets qui s'appuient sur des grandes tendances de fond, des lames de fond, qui sont des sources d'énergie importantes pour ces projets. Je pense qu'une qui est incontestable aujourd'hui, c'est la décarbonation de notre industrie. Comment fournir, en fait, aux consommateurs des biens qui répondent aux mêmes besoins, mais avec un impact carbone qui est plus faible. Donc on a parlé des chaînes de valeur de la voiture électrique, puis la construction de batteries et tous les éléments nécessaires. Et dans le cas d'Innova Feed, il s'agit en fait de pouvoir produire une alimentation à moindre impact carbone en remplaçant par exemple dans l'alimentation des saumons, des volailles, soit des protéines de soja par des protéines d'insectes. Merci beaucoup pour cette réponse très riche. Donc, qui dit nouveau projet dit aussi besoin de financement pour l'industrie, à la fois pour ces nouveaux projets et aussi pour l'industrie existante. De votre point de vue, Sylvain, quels sont les financements actuels qui sont au service de cette industrie? Et puis peut-être quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place dans le futur pour accélérer ce mouvement? Très bien, merci Anaïs, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, l'industrie, le constat qu'on peut faire, c'est que l'industrie est financée, mais l'industrie est mal financée pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a pas mal de trous dans la raquette en termes de financement de l'industrie. Il y a des trous dans la raquette au niveau géographique, on voit qu'il y a des géographies qui sont mal financées. On a parlé tout à l'heure des Outre-mer, et effectivement, c'est l'une des géographies qui est très mal financée aujourd'hui en termes d'industrie. Donc il y a des trous dans la raquette en termes de géographie d'investissement, il y a des trous dans la raquette en termes de typologie d'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils de production, qui sont quand même le cœur
entre guillemets, de la production et vraiment l'outil stratégique qui permet à la PME de produire, sont très mal financés, peu financés par les banques et quasiment pas financés par les acteurs privés. Donc trou dans la raquette en termes de géographie, trou dans la raquette en termes de typologie et on va dire, de nature de financement, et trou dans la raquette aussi en termes de financement, par exemple, des restructurations industrielles. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'usines qui ferment, faute d'avoir trouvé des financements. Et donc ça pose deux questions. Pourquoi l'industrie est mal financée aujourd'hui? Et est-ce que l'industrie ne pourrait pas être plus financée? Et donc comment faire pour drainer plus d'argent dans l'industrie? Et donc effectivement, par rapport à ça et par rapport à la deuxième question d'Anaïs, on peut répondre de deux manières. La première, c'est qu'on pense qu'au niveau du financement, il y a certes des financements publics qui ont été mis en place, mais il n'y a pas assez de financement privé. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'il faut peut-être faire, c'est encourager la mise en place de véhicules d'investissement qui soient spécifiquement dédiés à l'industrie, peut-être encourager aussi l'arrivée d'argent étranger, on en a parlé, pour financer notre industrie, mais si on fait ça, se pose la problématique de la souveraineté nationale, donc ça c'est une vraie question. Et puis s'intéresser aussi, et j'insiste encore là-dessus, sur les restructurations industrielles, sur le fait que beaucoup, encore une fois, d'usines ferment, alors qu'il y aurait potentiellement des moyens de trouver des financements pour sauver les usines et sauver les emplois. Un des moyens qui aurait pu être mis en place dernièrement, c'est autour de l'outil de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil de production n'est pas très bien valorisé dans certains cas. Et on peut imaginer, par exemple, des solutions de financement qui permettent de faire ce qu'on appelle du leaseback. Vous avez sans doute tous entendu parler de leaseback immobilier. Et est-ce que l'idée, ça ne serait pas justement de mettre en place un leaseback sur les outils de production qui servirait de garantie, de caution à des acteurs privés ou publics qui pourraient investir cet argent, de l'argent pour sauver l'entreprise. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une réticence à financer certains pans de l'industrie ou certaines situations industrielles parce qu'on a, en tant qu'acteur privé, souvent peur de perdre notre argent. Mais est-ce que l'une des solutions qu'on pourrait imaginer ne consisterait pas justement à mettre en place des garanties sur l'actif de production qui permettraient effectivement d'injecter massivement de l'argent, sachant qu'on a cet outil en garantie. Donc, voilà un petit panorama très léger des outils de production qui manquent aujourd'hui pour booster le financement de l'industrie et qui pourraient être mis en place par rapport à ça. Merci beaucoup Sylvain. Ne vous inquiétez pas, Clément ne nous abandonne pas en cours de route. Il vient nous empêcher d'attraper une grippe. Audrey, je me tourne vers vous. Alors, peut-être dire un mot rapidement sur ce qu'est Croissance Plus, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément cette association. Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez comme mesure pour soutenir l'investissement du côté des entreprises, puisqu'on voit aussi qu'on est dans une situation où, entre les industries qu'on doit faire émerger demain, les industries qui doivent se moderniser, les efforts de décarbonation, il y a un vrai sujet de capacité à investir pour toute entreprise aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Anaïs pour l'invitation. Donc Croissance Plus, 480 entrepreneurs, nous représentons 110 000 emplois, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors en fait c'est un réseau d'entrepreneurs qui, dont notre objectif en fait est la croissance des entreprises. Et la particularité c'est que nous avons tous choisi de partager les fruits de la croissance, les fruits de la valeur de nos entreprises avec nos collaborateurs. Voilà, en deux mots. Pour répondre à votre question sur l'investissement, comment soutenir l'investissement, je dirais, selon moi, qu'il y a 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est le temps. Le temps, récemment, chez Croissance Plus, on a reçu des entrepreneurs vendéens. Alors la Vendée, terre extrêmement fertile en industrie, 30% d'industrie versus les 10% pour le reste de la France. Et on a demandé à ces industriels, qu'est-ce qui fait que selon vous, la Vendée, que ça fonctionne à Vendée, l'industrie. Et ils nous ont répondu, entre autres, et surtout, le temps long. C'est que nous sommes dans le temps long. Aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans une financiarisation de l'économie, dans l'immédiateté.
avec presque, j'ai envie de dire, l'économie fast-food, où on a besoin d'investir et d'un retour sur investissement qui est extrêmement rapide. Or, ce temps-là n'est pas compatible avec le temps de l'industrie, n'est pas compatible avec le temps de l'entrepreneuriat. Nous, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour investir, on a besoin de temps pour le retour sur l'investissement, on a besoin de temps pour se transformer en PME, en ETI. Et ça me semble absolument fondamental. Et chez Croissance Plus, on défend cette idée de préférence pour le futur, c'est-à-dire accepter de différer une partie de notre consommation actuelle pour investir et pour pouvoir favoriser le futur et se développer et y pouvoir innover. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, évidemment, Croissance Plus, ce sont les hommes. On a souvent dit que la désindustrialisation, une des raisons de la désindustrialisation, c'était le manque de gouvernance dans l'industrie et le manque d'anticipation de la stratégie. Or, il faut investir dans les hommes et notamment dans le partage de la valeur. Qui de mieux que nos collaborateurs est capable à la fois de soutenir la stratégie, de développer les produits, de trouver de nouveaux clients? Personne. Le partage de la valeur, ça permet une parfaite adéquation entre les collaborateurs, l'entrepreneur, une transparence et surtout on rame tous dans le même sens. Et peut-être le troisième point pour soutenir les investissements, et là je vais enfoncer une porte ouverte, c'est évidemment la fiscalité. La fiscalité, et principalement les impôts de production. Aujourd'hui, on est encore le parent pauvre de l'impôt de production au niveau européen, avant-dernier et encore 4 fois plus élevé que l'Allemagne. Voilà, on a absolument besoin de rester sur ce train de baisse des impôts de production de façon à pouvoir avoir une compétition équitable avec nos confrères internationaux, nos confrères européens. Donc ça, c'est une priorité de retrouver un niveau de fiscalité normatif par rapport au reste européen. Une réaction, Sylvain? Une réaction évidemment sur le temps long. Effectivement, le temps long n'est pas forcément compatible avec des philosophies d'investissement privé. Et effectivement, je rebondis, j'anticipe une question qui va être posée sur justement la possibilité de mise en place d'un fonds d'investissement. Effectivement, je dirais que d'un fonds d'investissement en fait à l'échelle nationale pour le financement de l'industrie. Et en fait, je dirais oui à 2 conditions. Première condition, prendre en compte effectivement le temps long, parce qu'effectivement, temps long n'est pas toujours compatible, et je partage, je ne devrais pas dire ça parce que je suis financier, mais je partage, temps long n'est pas forcément compatible avec retour sur investissement. Or, effectivement, sur des thématiques industrielles, on a besoin de temps long, et donc on a besoin d'adapter la typologie des financements à ce temps long. La fameuse courbe en J dont on a tous entendu parler doit être effectivement creusée pour permettre un retour sur investissement beaucoup plus rapide que ce qu'on a en tête dans nos schémas financiers. La deuxième chose, effectivement, ce sont les hommes. Là, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, qui dit homme, dit formation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie, mais il y a un besoin de formation, notamment au niveau de la décarbonation de l'industrie. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut que les gens aillent dans l'industrie, mais il faut que ces gens soient formés. Et aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel d'avoir une compatibilité des formations avec les futurs métiers de l'industrie en lien avec la décarbonation. Et ma troisième réaction par rapport à cette remarque est effectivement le fait, encore une fois, de réfléchir à la manière de rendre l'industrie beaucoup plus sexy. Moi, j'ai personnellement un mantra qui dit que l'industrie aujourd'hui n'est pas sexy. L'industrie n'est pas sexy, pourquoi? Typiquement d'un point de vue financier, on a dépensé beaucoup d'argent dans la French Tech. Personnellement, j'ai rien contre la French Tech. Mais l'industrie est encore une fois le parent pauvre des financements publics, des financements privés. Pourquoi? Parce que c'est pas sexy. Et donc la question que je me permets de vous poser, c'est comment tous autour de la table, mais dans la salle, faire en sorte de rendre cette industrie sexy. Et ça, je me retourne vers Anaïs parce qu'on en avait déjà parlé. Donc je laisse mes intervenants réagir. Je pense que Clément répondra beaucoup mieux que moi à comment rendre l'industrie sexy. Peut-être 2 points de réaction. Peut-être ce sujet du temps long qui a été évoqué, je pense qu'on a complètement vécu chez Innovafi lorsqu'on a financé notre projet. Donc on a réalisé l'année dernière une levée de fonds de 300 millions d'euros et en fait on ne finance pas du tout des projets industriels innovants de la même façon que l'on finance en fait la technologie. Et
très concrètement, aujourd'hui, la plupart, le digital, la tech, les fonds d'investissement sont structurés sur un temps d'investissement qui, pour simplifier, sont entre 4 et 7-8 ans. C'est un temps qui n'est pas compatible avec le développement d'une filière industrielle où on est davantage sur des horizons de temps entre le démarrage d'un projet et un point de rentabilité à grande échelle qui est l'ordre de 10 à 15 ans. Et donc, nous, la façon dont on a pu se financer, c'est essentiellement via des fonds souverains et des industriels. Et les deux étaient assez importants. Je pense que le fait de pouvoir travailler avec les industriels, ça solidifie les chaînes de valeur. C'est ce que les acteurs dans les batteries font également à l'heure actuelle. Font rentrer leurs clients. Ça démontre en fait la pertinence d'un modèle. Et après, les fonds souverains ou les family office dans une certaine mesure sont des acteurs qui sont très alignés avec ce temps long. Parce que qu'est-ce que fait un fonds souverain? En fait, il investit l'argent d'une génération pour la génération d'après. Et donc, du coup, ils ont beaucoup plus une volonté forte de parier sur des grandes tendances, sur des temps longs, parce que ça correspond en fait à leur thèse d'investissement. C'est pas un hasard, chez Innovafit, cette levée de fonds, on l'a fait avec uniquement des fonds souverains, des family office et des industriels. C'est pour la première réaction. Sur comment rendre l'industrie sexy, je pense qu'en fait, le mouvement est en marche, honnêtement. Je pense que les gens sont très conscients de ce qui est en jeu avec l'industrie. C'est la décarbonation de notre économie, c'est la cohésion de nos territoires. Parce que c'est pas les mêmes types d'emplois qui sont créés, c'est pas au même endroit. Et c'est également en fait la souveraineté européenne et française. Et ça, je pense que les gens en ont vraiment conscience qu'il y a des valeurs fortes autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, je sens vraiment en fait un vrai enthousiasme autour de ces thématiques. En tout cas, lorsque en construisant ce projet, j'ai reçu énormément de soutien dans ce sens. Je voudrais juste rebondir sur les entreprises sexy. Alors, je partage parfaitement ce point de vue et je voudrais juste dire que je pense que c'est aussi de notre ressort à tous à valoriser notre industrie, à valoriser, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie, voilà, et pour reciter Nicolas Dufour et son essai sur la réindustrialisation, il dit le problème de la désindustrialisation, c'est aussi on s'est tous désintéressés de l'industrie et même la presse ne parlait plus de l'industrie, même la presse n'en parlait plus. Je pense qu'il faut qu'on en parle, je pense qu'il faut qu'on valorise ce que l'on est, valorise les histoires de nos entreprises et qu'on soit tous fiers de ce que l'on fait. C'est déjà la première étape pour rendre sexy ces entreprises et qu'on ait tous un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Très juste. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur votre propos avec une question sur... Derrière l'industrie, on en parlait un peu sur la table ronde précédente, il y a vraiment cette notion d'écosystème et comment est-ce qu'on peut soutenir l'écosystème industriel français. Je sais que c'est un sujet auquel vous êtes sensible côté Croissance Plus, mais on entendra peut-être aussi Sylvain et Clément sur ce sujet après. Oui, excusez-moi, j'ai perdu ma voix avec le courant d'air. Excusez-moi. En fait, oui, la valorisation de l'écosystème, à mon avis, c'est une condition sine qua non pour la réindustrialisation de nos territoires. Et il faut jouer collectif. C'est le travail en commun entre PME, ETI, grands groupes et collectivités locales qui fera que nous en sortirons avec une dynamique importante sur les territoires. Alors pour cela, il faut aussi que l'on ait dans nos entreprises et dans les collectivités locales une démarche d'achat responsable, qu'il y ait des formations aussi au niveau de cette démarche d'achat-là et qu'il y ait une culture de la souveraineté. Donc là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire on ne va pas tout réimporter en interne, c'est simplement qu'il faut qu'on ait des briques de ce que l'on fabrique, une réappropriation de nos briques à l'intérieur du pays. Donc voilà, surtout démarche d'achat responsable. Et un deuxième point effectivement qui nous tient à cœur chez Croissance Plus, c'est éventuellement la mise en place d'un indice de proximité dans les appels d'offres, qu'ils soient privés ou publics. L'objectif, c'est de pouvoir identifier la proximité, où sont produits nos produits, excusez-moi pour la répétition. Et cet indice de proximité, on le retrouve actuellement dans beaucoup
beaucoup de projets de loi. On va le retrouver notamment dans le projet de loi Industrie verte, où l'objectif du label triple E qui va être proposé, c'est aussi de chaîner les sociétés qui auront ce label triple E avec de la commande publique. On va aussi le retrouver sur les jeunes entreprises innovantes, sur le projet des jeunes entreprises innovantes, où là aussi, l'objectif, c'est de chaîner vers de la commande publique pour des entreprises qui font l'effort d'avoir cette démarche-là en termes d'innovation. Je me permets de proposer un verre d'eau, si vous voulez. On en a un, mais on va aller en chercher d'autres. Voilà. On va régler les problèmes techniques en cours de route. Est-ce que l'un ou l'autre, vous souhaitez réagir sur cette notion d'écosystème ou... Je sais qu'on parlait aussi d'alignement des planètes au moment de préparer la table ronde, et ça s'inscrit sûrement dans ces logiques d'écosystème. Absolument. Je pense que ce dont on n'a pas toujours conscience, c'est que la création d'un nouveau site industriel nécessite un alignement de planètes qui relève parfois du miracle. Parce qu'il faut concomitamment obtenir des autorisations réglementaires, clôturer des financements, sécuriser les débouchés, réaliser des partenariats industriels, avoir une collectivité locale qui accueille un projet industriel et avoir une technologie mature dans un contexte compétitif, concurrentiel, pertinent. Donc quelque part, c'est avoir l'ensemble de ces maillons alignés en même temps, c'est extrêmement compliqué, et je pense que l'instrument qui permet d'aligner ces maillons, c'est justement l'écosystème. Une industrie, ça ne se construit pas tout seul, ça ne se construit pas un acteur, pas une entreprise qui construit une industrie, c'est un écosystème. Qu'est-ce que j'appelle écosystème? Donc il y a effectivement les pouvoirs publics qui doivent comprendre en fait les défis réglementaires d'une industrie, être réactifs, c'est au niveau central, mais c'est au niveau aussi des services de l'État décentralisés, au niveau des DREAL qui doivent être réactifs, comprendre les choses rapidement. C'est les acteurs du financement qui doivent être conscients en fait que l'industrie n'a pas les mêmes besoins, pas les mêmes temps, on a parlé que d'autres types d'acteurs. C'est les différentes collaborations qui doivent avoir lieu entre industriels, en particulier dans une logique d'économie circulaire. Et c'est enfin des collectivités locales qui savent ce que c'est que l'industrie, qui savent en fait expliquer pourquoi un projet est créateur de valeur et qu'on ne voit pas en fait dans un nouveau projet industriel des nuisances, la dégradation d'un cadre de vie, mais raconter une histoire positive par rapport à une nouvelle implantation. Donc oui, l'écosystème est indispensable, et je pense que c'est ça qui fera la compétitivité du tissu industriel. Par exemple, les initiatives territoires d'industrie l'ont bien compris. Lorsque cet écosystème est détruit, c'est beaucoup trop compliqué de le reconstruire. Et donc, territoire d'industrie poussé en fait pour pouvoir continuer à investir dans les territoires qui étaient relativement développés d'un point de vue industriel, parce que c'est aujourd'hui cette proximité entre industriels, en particulier dans un contexte d'économie circulaire, est un facteur de compétitivité indispensable pour permettre le développement et l'essor de projets. Ouais, deux réactions rapides sur justement la construction de l'écosystème. La première, je pense qu'il faut décloisonner. Décloisonner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'État travaille dans son coin, que les banques travaillent dans leur coin, que les fonds d'investissement travaillent dans leur coin, et que les patrons de PME industriels travaillent dans leur coin, et notamment galèrent à trouver des financements. Aujourd'hui, on a plusieurs lignes de métier qui travaillent aussi de manière, on va dire, silotée. Et je pense qu'une des réponses à ça, à l'amélioration de l'écosystème, peut être de décloisonner. Effectivement, il faut que l'État se rapproche peut-être des fonds d'investissement, il faut que les industriels se rapprochent peut-être un peu plus de l'État, il faut que les banques se rapprochent aussi de certains acteurs du financement privé. Et il faut peut-être essayer de décloisonner pour améliorer l'écosystème. Encore une fois, en lien avec cette logique de silo, on voit que chacun est en train d'essayer de résoudre sa problématique dans son coin. Encore une fois, l'État, les banques, les fonds d'investissement, les régions. Et la première solution, est-ce que ça ne serait pas de décloisonner? La deuxième solution serait peut-être aussi de permettre à chacun d'être un acteur industriel. On a beaucoup réfléchi chez Eurazeo à la manière de
envoyer plus de financement, drainer plus de financement vers l'industrie. On a réfléchi à la manière de drainer des financements privés, mais on a complètement oublié un point qui était l'épargne des Français. Et aujourd'hui, je suis personnellement convaincu que l'épargne des Français peut être un moyen de réinjecter de l'argent pour doper, améliorer l'industrialisation. Et ça peut se faire en 2 temps. Un, trouver des dispositifs au niveau étatique, au niveau fiscal, au niveau régional, pour faire en sorte qu'une partie de cette épargne soit injectée sur des problématiques industrielles. On rêve tous de sauver l'industrie de sa région, mais on ne sait pas comment faire. On a de l'épargne, on a en face de nous un site industriel qui est en déshérence, où il y a des emplois qui vont être perdus, on ne sait pas comment faire. Donc est-ce que l'une des solutions ne serait pas de réfléchir à un dispositif qui permettrait à chacun de nous de drainer une partie de notre épargne pour restaurer des sites industriels, pour sauver des sites industriels, ou alors pour permettre justement de booster, entre guillemets, le financement de certaines innovations industrielles. Donc 2 constats, 1, décloisonner, et 2, drainer des financements par le biais de l'épargne des Français. Merci beaucoup. Je souhaite remercier très chaleureusement ces 3 intervenants, donc Sylvain Macaya, associé d'Euraseo, Audrey Loaille, président de Croissance Plus, et Clément Ray, cofondateur et directeur général d'Innovafeed. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous allez rester un petit peu avec nous.